Bonjour à toutes et à tous. Je suis Baptiste Caroul, kinésithérapeute libéral à Thionville dans le Grand Est. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon mémoire réalisé dans le cadre du diplôme interuniversitaire sur les vertiges et la rééducation vestibulaire de l'Université Paris-Cité. Le sujet que j'ai choisi porte sur l'impact de l'évitement du déséquilibre sur la récupération vestibulaire et est sous la direction du docteur Benoît de Lassalle à Nancy. Pour commencer, je souhaite replacer ce travail dans son contexte clinique. Les troubles vestibulaires représentent un motif fréquent de consultation, que ce soit en ORL, en neurologie ou en kinésithérapie. Et dans la pratique, on observe qu'une partie des patients ne récupère pas complètement, même après une prise en charge adaptée. Ces patients peuvent conserver une instabilité, une gêne fonctionnelle, mais aussi modifier progressivement leur comportement. Ils vont parfois limiter leurs déplacements, éviter certains mouvements de tête, certains environnements visuels ou certaines situations qui pourraient provoquer un vertige ou une perte d'équilibre. À court terme, cet évitement peut sembler protecteur, mais en rééducation vestibulaire, la récupération repose justement sur une exposition progressive au mouvement, au déséquilibre et aux situations déstabilisantes. Donc si le patient évite de façon répétée ces situations, il risque de réduire l'exposition nécessaire à la compensation vestibulaire centrale. Ce phénomène est important, mais il reste souvent sous-évalué en pratique clinique. On évalue facilement un déficit vestibulaire, un handicap ou un équilibre, mais on mesure moins souvent les croyances d'évitement et les comportements de restriction. C'est à partir de ce constat que se construit la question centrale de mon mémoire. Comment l'évitement du déséquilibre peut-il influencer les mécanismes de récupération en rééducation vestibulaire? Alors avant d'aller plus loin, je vais définir simplement les notions importantes. La compensation vestibulaire, c'est la capacité du système nerveux central à se réorganiser après une atteinte vestibulaire. Mais pour que cette compensation se fasse correctement, le patient doit être progressivement exposé aux mouvements, aux conflits sensoriels et aux situations qui le déstabilisent. Le problème apparaît justement quand le patient évite ces situations. L'évitement du déséquilibre, c'est lorsque le patient, comme on l'a dit, restreint certains mouvements ou certains environnements parce qu'il les perçoit comme dangereux. Enfin, le VAAI, donc le Vestibular Activities Avoidance Instrument, est l'outil qui permet de mesurer ces croyances d'évitement spécifiques aux troubles vestibulaires. Il évalue notamment la peur liée au vertige, au mouvement et aux situations de déséquilibre. Alors au début, l'évitement est une réaction compréhensible, mais si cette stratégie persiste, elle peut entretenir le problème et créer un cercle vicieux qui est représenté sous ce schéma. Donc, il y a une part de vertige, il y a un évitement, il va y avoir une réduction d'activité, une stimulation moindre, donc la plasticité sera inhibée, et un maintien de déséquilibre. Et puis ça recommence. Donc l'évitement peut donc devenir un facteur actif de maintien des symptômes et de limitation de la récupération. Pour construire ce mémoire, j'ai réalisé une revue narrative de la littérature. J'ai recherché les articles récents entre 2020 et 2025 dans PubMed, dans Cochrane, dans Pedro et dans Google Scholar. Les mots-clés portaient sur la rééducation vestibulaire, sur l'évitement, sur le handicap, sur l'activité physique et la neuroplasticité. J'ai retenu des articles portant sur des patients adultes avec des troubles vestibulaires périphériques ou chroniques et j'ai exclu les études centrées uniquement sur les atteintes vestibulaires centrales ou les populations pédiatriques. Les outils retrouvés dans ces études sont notamment le VAI, qui est central dans mon mémoire, mais aussi le DHI, le Mobility Inventory, le HADS et l'accélérométrie. Au final, j'ai sélectionné quatre articles principaux parce qu'ils apportent chacun un angle différent, un cadre théorique, un handicap fonctionnel, un profil psychologique et une activité physique mesurée objectivement. Cette diapo me permet de présenter rapidement les quatre articles que j'ai retenus. Ils n'apportent pas tous la même chose, mais ils se complètent. Whitney et ses collaborateurs donnent le cadre général. La récupération vestibulaire est multifactorielle et les facteurs psychologiques ou comportementaux peuvent influencer l'évolution. Dunlap et ses collaborateurs montrent que l'évitement mesuré au départ par le VAI est associé au handicap fonctionnel 3 mois plus tard. Prel montre que l'évitement est fréquent chez les patients avec vertige chronique et qu'il est surtout associé au profil anxio-dépressif. Et Van Laer complète cette approche avec une mesure objective de l'activité physique. Plus les croyances d'évitement sont importantes, plus l'activité physique mesurée est faible. Donc ensemble, ces quatre articles montrent que l'évitement n'est pas seulement une impression clinique, c'est un phénomène fréquent, mesurable, lié au handicap et observable dans le comportement réel du patient. Le premier article est celui de Whitney et ses collaborateurs publié en 2020
dans la revue Séminaire in Neurologie. Les auteurs rappellent que la récupération vestibulaire est multifactorielle. Elle ne dépend pas seulement de la lésion vestibulaire, mais aussi de facteurs autour de son patient. Son état général, son activité physique, son sommeil, son anxiété, sa peur du mouvement ou sa peur de tomber. Si un patient a peur de bouger ou peur de tomber, il risque d'éviter les mouvements qui déclenchent ces symptômes. Le problème, c'est que ces mouvements sont justement nécessaires pour stimuler la compensation. Donc Whitney ne prouve pas directement que l'évitement bloque la récupération, mais il permet de poser une idée importante. Les comportements du patient influencent son évolution. Avec Dunlap et ses collaborateurs, on a une étude vraiment clinique. L'article est publié en 2021 dans Physical Therapy et il cherche à savoir si l'évitement mesuré dès le départ peut prédire l'évolution fonctionnelle du patient. Les auteurs incluent 404 patients avec vertige ou troubles de l'équilibre, puis en suivent 286 à 3 mois. Ce qu'il montre, c'est qu'un score élevé au VAAI dès le bilan initial est associé à davantage de limitations d'activité et de participation 3 mois plus tard. Et ce résultat reste significatif même en tenant compte d'autres facteurs comme l'âge, les médicaments, l'intensité des vertiges ou les symptômes dépressifs. Donc l'évitement n'est pas seulement une conséquence que l'on constate après coup, c'est un élément qu'on peut mesurer dès le départ et qui peut aider à identifier les patients à risque de récupération plus difficile. Avec Prel et ses collaborateurs, on s'intéresse surtout à la fréquence de l'évitement chez les patients avec vertige chronique. L'article est publié en 2022 dans le Journal of Clinical Medicine. Les auteurs incluent 595 et montrent que 63,9% présentent un évitement significatif. Mais le message important, ce n'est pas seulement que l'évitement est fréquent, c'est surtout qu'il n'est pas principalement expliqué par le type de vertige ou par la durée des symptômes. Il est davantage lié au profil psychologique du patient, anxiété, dépression, âge et sexe féminin. Donc en pratique, deux patients avec un diagnostic vestibulaire proche peuvent avoir des comportements d'évitement très différents. Cet article renforce l'idée qu'il faut dépister l'évitement dès le bilan initial, mais aussi tenir compte du profil anxio-dépressif du patient. Avec Von Laer et ses collaborateurs, on a une donnée intéressante parce qu'on ne reste pas seulement sur des croyances déclarées par les patients, mais les auteurs mesurent son activité physique réelle avec un accéléromètre porté pendant environ une semaine. L'article est publié en 2025 dans le Journal of Neurological Physical Therapy et inclut 102 patients avec vestibulopathie unilatérale. Le résultat principal est simple. Plus le score de VAI est élevé, plus l'activité physique totale est faible. Donc l'évitement ne reste pas uniquement au niveau du ressenti ou de la peur. Il se traduit aussi par un comportement mesurable dans la vie quotidienne. Ce lien est surtout observé en phase aiguë ou subaiguë, ce qui suggère que le début de la prise en charge est probablement un moment clé pour agir. En phase chronique, l'association n'est pas significative, ce qui montre peut-être que les mécanismes deviennent probablement plus complexes avec le temps. Si je résume ces 4 articles, je retiens 4 idées. Premièrement, la récupération vestibulaire nécessite de l'exposition. Si le patient évite les mouvements et les situations déstabilisantes, il réduit les stimulations nécessaires à la compensation. Deuxièmement, l'évitement ne se déduit pas seulement du diagnostic vestibulaire. Deux patients avec un diagnostic proche peuvent évoluer différemment selon leur peur, leur anxiété et leurs croyances. Troisièmement, cet évitement peut se mesurer avec le VAI. Un score élevé dès le bilan initial est associé à davantage de handicaps fonctionnels à 3 mois. Enfin, Von Laer montre que l'évitement est aussi visible dans le comportement réel. Les patients qui évitent le plus sont ceux qui bougent le moins. À ce stade, il faut quand même être prudent. Les études vont tous dans le même sens. L'évitement est associé au handicap. Il ne dépend pas seulement du diagnostic vestibulaire et il peut se traduire par une baisse réelle de l'activité physique. Elle ne prouve pas encore une causalité directe. Donc on ne peut pas dire que l'évitement provoque à lui seul un défaut de compensation vestibulaire. Il faut aussi tenir compte du fait que les populations sont différentes selon les études. Vertige chronique, vestibulopathie unilatérale, passion aiguë, subaiguë ou chronique. Malgré ces limites, le raisonnement reste cohérent avec la clinique. La compensation vestibulaire a besoin d'exposition au mouvement et aux stimulations sensorielles. Donc si le patient évite ces situations, il réduit probablement les conditions nécessaires à sa récupération. Concrètement, qu'est-ce que cela change pour nous en tant que kinésithérapeute? D'abord, il faut évaluer l'évitement dès le bilan initial, par exemple avec le VAI. Un score élevé doit nous alerter sur un risque de limitation persistante. Ensuite, il faut expliquer au patient le cercle vicieux. Plus il a peur de ses symptômes, plus il évite, moins il s'expose et plus le handicap peut se maintenir.
La prise en charge doit donc intégrer une exposition progressive au mouvement et aux situations déclenchantes. L'idée n'est pas de mettre le patient en échec, mais de le réexposer progressivement dans un cadre sécurisé. Enfin, si l'évitement est très marqué ou s'il existe une anxiété ou une dépression importante, il faut savoir travailler avec d'autres professionnels. En résumé, le rôle du kinésithérapeute vestibulaire est aussi d'aider le patient à retrouver confiance dans le mouvement. Cette revue a évidemment plusieurs limites. D'abord, les études n'utilisent pas toutes les mêmes outils. Certaines utilisent le VAI spécifique aux activités vestibulaires, alors que d'autres utilisent des outils plus généraux comme le Mobility Inventory. Ensuite, les populations sont assez différentes. Vertige chronique, VPPB, maladie de Ménière, vestibulopathie unilatérale, patient aigu ou chronique. Donc les résultats sont intéressants, mais il faut rester prudent dans leur généralisation. Autre limite importante, les suivis sont souvent courts et il existe encore peu d'essais contrôlés randomisés. Alors, on a donc des associations cohérentes, mais la causalité reste à démontrer. Les perspectives seraient de développer des études plus longues avec des outils spécifiques comme le VAI ou le DFABI et des mesures objectives comme l'accélérométrie. L'objectif serait de mieux comprendre comment l'évitement participe à la chronicisation et comment on peut intervenir précocement en rééducation vestibulaire. Pour conclure, le message principal de ce mémoire est que l'évitement du déséquilibre doit être pris au sérieux en rééducation vestibulaire. Il ne s'agit pas seulement d'une conséquence secondaire des vertiges. C'est un facteur comportemental actif, mesurable et modifiable, susceptible de réduire l'exposition au mouvement et aux stimulations nécessaires à la compensation vestibulaire. Les articles présentés montrent que cet évitement est fréquent, qu'il est associé au handicap fonctionnel, à une rééducation de l'activité physique et qu'il peut avoir une valeur pronostique dès le bilan initial. Il faut toutefois rester prudent, la causalité directe reste encore à confirmer. On ne peut pas affirmer que l'évitement provoque à lui seul un défaut de compensation, mais les données sont suffisamment cohérentes pour justifier une application clinique immédiate. Alors, il faut évaluer l'évitement, l'expliquer au patient et l'intégrer dans la prise en charge. Concrètement, cela passe par l'utilisation d'un outil adapté comme le VAI par une mise en lien avec le handicap fonctionnel et le profil anxio-dépressif, puis par un travail psychoéducation ou d'exposition progressive au mouvement. Le rôle du kinésithérapeute vestibulaire n'est donc pas seulement de traiter un déficit vestibulaire, il est aussi d'accompagner le patient vers une réexposition progressive, sécurisée et confiante au mouvement et au déséquilibre. En résumé, traiter l'évitement, c'est recréer les conditions comportementales nécessaires à la récupération vestibulaire. Enfin, cette dernière diapositive reprend les quatre références bibliographiques principales sur lesquelles s'appuie ce travail. Je vous remercie de votre attention.